Elle est si proche. Depuis des milliers d'années, sa présence nous réconforte. Elle est un repère pour ceux qui voyagent la nuit. Elle permet aux agriculteurs de mesurer le temps et aux navigateurs de se repérer en pleine mer. Dans certaines cultures, on la prenait même pour un dieu. C'est le seul astre cosmique que l'homme ait pu explorer. Et aujourd'hui, la NASA envisage d'y installer une base permanente. Mais d'où vient-elle? Comment expliquer l'existence de la Lune? La réponse est plus étonnante que tout ce qu'on avait imaginé jusqu'à présent. Selon le dernier recensement, il y a plus de 150 lunes dans notre système solaire. Neptune en compte 13. Saturne, 48. Et Jupiter, 62. La Terre, quant à elle, n'en a qu'une. Mais elle est bien particulière. Celle que les Romains appelaient Luna est remarquable par sa taille. Ce n'est pas la plus grande lune du système solaire. D'autres, comme Titan, qui tourne autour de Saturne, fait 2 fois la taille de notre satellite. Mais si l'on compare les satellites avec la planète à laquelle elles appartiennent, alors notre Lune est bien la plus vaste. Elle n'est que 4 fois plus petite que la Terre, ce qui veut dire que c'est un grand satellite. Si on observait la Terre avec un télescope, on verrait cette grosse sphère juste à côté. Quand on regarde Jupiter, ou n'importe quelle autre planète, on voit une grande sphère et une série de toutes petites lunes. La nôtre est beaucoup plus grosse. Des 8 planètes du système solaire, la Terre est la seule qui ait cette configuration. Les 2 astres ont des tailles relativement similaires à l'échelle du cosmos. Certains astronomes sont allés jusqu'à parler du système Terre-Lune comme d'un système binaire ou même d'une planète double. La distance qui sépare la Terre de la Lune est de 384 400 km, ce qui correspond à un voyage de 3 jours dans l'espace. Le diamètre de la Lune est de 3474 km, soit environ un quart de celui de la Terre. Un jour lunaire correspond à 27,3 jours terriens. Cette durée s'explique du fait que la Lune est toujours tournée du même côté vers la Terre. On ne peut en voir qu'une seule face. Donc la Lune doit effectuer le tour de la Terre pour accomplir une rotation complète sur son axe. De même que les enfants, quand ils font une ronde, regardent toujours vers le centre et tournent en formant un cercle. Cependant, bien que la Lune et la Terre soient étroitement liées l'une à l'autre, un simple voyage sur notre satellite nous permet de découvrir un monde bien différent du nôtre. Un monde particulièrement dangereux. Comme il n'y a pas d'air, il faut porter une combinaison. En effet, la Lune n'a pas du tout d'atmosphère. Le son ne peut donc se transporter. Si vous vous trouvez sur la Lune avec un ami et que vous voulez lui parler, il ne vous entendra pas, à moins d'utiliser une radio. 5,
L'absence d'atmosphère signifie également qu'il n'y a pas de molécules d'air pour diviser le spectre de lumière du Soleil. Le ciel est donc toujours noir. Et le paysage ne contribue pas vraiment à égayer l'ambiance. C'est un peu monochrome comme paysage. Il n'y a guère de couleurs. Les rochers sont dans des teintes grises ou marron. Il y a des tons un peu plus chauds sur la face exposée au soleil et plus froids sur l'autre face, mais dans l'ensemble, c'est plutôt gris. On ne peut pas dire que ce soit coloré. Des températures extrêmes rendent la surface lunaire d'autant plus inhospitalière. Le passage du chaud au froid est particulièrement brutal. Pouvant atteindre 132 degrés au-dessus de zéro à midi, la température chute à 151 degrés en dessous de zéro dès que la nuit tombe. Même la force gravitationnelle de la Lune, pourtant 6 fois inférieure à celle de la Terre, représente un risque. Les astronautes de la mission Apollo devaient y être attentifs lors de leur sortie sur le sol lunaire. Ils savaient que derrière leur visière et autour de leur combinaison spatiale rôdait la mort. Si par un geste malencontreux, ils avaient perdu l'équilibre et qu'ils étaient tombés la tête la première sur un affleurement, ils auraient pu fêler leur visière et être alors exposés au vide lunaire. Un sacré problème. La combinaison protège les astronautes du vide spatial, de l'absence d'oxygène, des températures extrêmes et des radiations solaires mortelles. Mais elle ne peut rien contre les micrométéorites qui traversent l'espace à grande vitesse. Elles viennent fréquemment s'écraser sur la surface de la Lune. Ce sont de petites météorites. Elles s'enflamment en entrant dans notre atmosphère et forment des étoiles filantes. Sur la Lune, elles foncent à toute vitesse et viennent heurter la surface. Elles pulvérisent la surface lunaire et créent une couche de poussière que l'on appelle le régolithe. Le docteur Amanda Hendricks étudie la Lune au Jet Propulsion Laboratory de la NASA. Cette usine est une sorte de fabrique de régolithe. C'est de la roche broyée, rien de plus. Avec ce broyeur, le processus est beaucoup plus rapide. La pierre est broyée en moins d'1 heure. Sur la Lune, des météorites et des micrométéorites ont bombardé la surface pendant 4 milliards d'années et viennent briser la roche. Le régolithe lunaire est semblable à ce qui sort du broyeur. Il est composé de pierres plus ou moins grandes et de fines poussières. Cette poussière très fine est connue de tous. On a vu les empreintes de pas des astronautes dans la poussière lors de la mission Apollo. Elle est tellement fine qu'elle causait de sérieux désagréments aux astronautes. Elle collait à leur combinaison, elle s'introduisait dans les équipements. Ça devenait un réel problème. De très grandes météorites ont aussi percuté la Lune par le passé. Ce sont ces impacts qui sont à l'origine des taches circulaires et sombres. Beaucoup de gens trouvent qu'elles ressemblent aux yeux, au nez et à la bouche d'un visage humain. Ce sont elles qui ont longtemps fait penser qu'il y avait quelqu'un sur la Lune. Les météorites ont creusé de gigantesques bassins à la surface de notre satellite. Certains d'entre eux font plus de 1120 km de diamètre. On pense que la lave noire est remontée à la surface au niveau du point d'impact et a inondé les bassins. Aujourd'hui, on appelle ces zones sombres des marias,
le mot latin pour mer. Cette dénomination remonte au XVIIe siècle, lorsque les grands observateurs de la Renaissance avaient les yeux rivés sur notre satellite. Ils avaient émis l'hypothèse que ces zones sombres puissent être des océans. Les astronomes de l'époque ont alors affublé les cratères ou les mers de noms pour le moins saugrenus. Les mers portent des noms de phénomènes terrestres que l'on attribuait à la Lune. Donc vous avez la mer des tempêtes, la mer des crises, la mer de la tranquillité, et ainsi de suite. Certains cratères plus récents sont moins touchés par l'érosion. Leur forme est plus nette. L'un de ces bassins est appelé la mer orientale. Il mesure 965 km de diamètre. L'impact qui est à son origine était si puissant et direct que le bassin ressemble au centre d'une cible. Cette cicatrice de la mer orientale ressemble à l'impact d'une balle dans une vitre. Des cercles et des fêlures rayonnent autour du trou. Certains disent que si les cratères avaient été sur la face orientée vers la Terre, la mythologie concernant la Lune aurait été très différente. Nous aurions eu un gigantesque œil au-dessus de nous. Des montagnes, réparties sur 3 cercles concentriques, entourent la mer orientale. Certains sommets culminent à plusieurs milliers de mètres. Ils ont tous été créés à la suite d'un impact de la météorite. Les chaînes de montagnes terrestres sont pour la plupart le résultat du mouvement des plaques continentales. Elles se pressent lentement les unes contre les autres. Des montagnes s'élèvent au point de contact, l'érosion fait son office et on obtient les paysages spectaculaires que nous connaissons. Sur la Lune, il n'y a pas de plaque tectonique. La surface est statique. Pourtant, il y a bien des montagnes sur la Lune. C'est qu'elles se sont formées quand les grandes météorites se sont écrasées. Ce fut une explosion gigantesque qui a laissé un trou énorme. Toute la matière qui se trouvait là a été propulsée vers l'extérieur. C'est ainsi que se sont formées les chaînes de montagnes autour des points d'impact. Ces paysages sont donc créés par des forces venant de l'extérieur et non de l'intérieur. Un autre cratère d'impact bien plus petit que la mer orientale, mais tout aussi spectaculaire, est connu sous le nom de cratère Tycho. Il tient son nom d'un célèbre astronome danois du XVIIe siècle. Le dessin de l'impact se trouve sur le quart sud-ouest de la face visible de la Lune. Il se trouve dans une zone très éclairée, on peut presque le voir à l'œil nu. Quand cette explosion a eu lieu, de la poussière blanche a été projetée, comme pour les autres cratères. On dirait des rayons qui émanent de l'impact. C'est vraiment frappant. Ces rayons de poussière s'étendent sur plus de 1400 km autour du cratère de Tycho. Une montagne de débris s'élève au centre du cratère. Le mouvement de recul de la météorite après l'impact a créé ce relief. Les matériaux compressés au centre du cratère ont été éjectés vers l'extérieur après que la météorite ait ricoché ou bien se soit désintégrée. En voyageant dans l'espace et à l'aide de télescopes sophistiqués, on voit des marques spécifiques sur la Lune. Mais bien avant que l'on dispose de ces moyens techniques, l'observation de la Lune était d'une importance vitale pour les habitants de la Terre. Depuis plus de 1400 ans, on considère la Lune comme une source de lumière, comme un guide pour la navigation, comme un point de référence pour les activités agricoles et avant tout, comme un calendrier naturel. Avant l'invention des systèmes modernes, mesurer le temps n'était pas une tâche aisée.